Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Ce mois-ci, à l'occasion de la tenue du sommet de la francophonie, nous abordons le thème du français en Afrique, aux côtés de Lise-Laure Etia. Vous rendrez notamment un vibrant hommage à l'une des pionnières de la chanson d'expression francophone, Abeti Massekini. À nos côtés également, notre expert en matière littérature, c'est monsieur Christian Éboulet. Nous éplucherons avec vous l'actualité des grands prix. Mais c'est avec un insigne honneur que nous accueillons Ken Bougoul. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes romancière sénégalaise, l'une des grandes plumes de la littérature francophone. Votre dernier ouvrage, baptisé Cacophonie, est paru aux éditions Présence africaine. Est-ce que d'une certaine manière, vous diriez qu'il s'agit de votre œuvre la plus introspective, Ken Bougoul? J'ai pu, peut-être l'âge aidant, oser. Pourtant, on dit toujours que j'ose tellement dans mes romans autobiographiques, faire une introspection à l'intérieur de moi-même d'une manière beaucoup plus nue et beaucoup plus honnête. Alors nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir parce que dans cette émission Fleuve, nous accueillons de nombreuses personnalités, parmi lesquelles, entre autres, Princesse Erika, la franco-camerounaise, pionnière du reggae en français, mais également ambassadrice d'une association baptisée Pluriel contre le sida. Elle nous en parlera dans quelques instants. À nos côtés également, l'une des figures emblématiques de la chanson populaire africaine. Il s'agit de Zao. Il est auteur d'un nouvel album. Il viendra nous en parler. Il est au cœur notamment aussi de l'affiche du festival Africolor. Mais sans plus attendre, avec votre permission, Ken Bougoul, avant d'évoquer votre parcours, je vous propose de découvrir le portrait qui vous est consacré. Figure aujourd'hui reconnue des lettres africaines, la romancière sénégalaise Ken Bougoul, de son vrai nom Mariétou Mbaye, fit scandale dès la parution en 1982 de son premier livre, Le Baobab fou. Suivront Cendres et braises, puis Riwan, deux autres romans qui forment avec le premier une trilogie autobiographique couronnée en l'an 2000 par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Elle avait une amie qui s'appelait comme ça, Ken Bougoul. Et elle s'est dit, je vais prendre le nom de mon ami pour signer mon livre. Et donc son pseudo vient de la peur de se dévoiler avec un livre osé qu'elle avait fait dans les années 80, à l'époque où, en tout cas, une femme africaine n'osait pas encore écrire des choses crues. Elle a libéré le corps des femmes, et ça, c'est énorme. N'oublions pas quand même qu'elle vit dans un pays musulman, et puis il y a la tradition africaine qui est souvent pudique. Avant elle, il y avait quelques auteurs africains, Sambène Ousmane ou Henri Lopez, qui avaient certaines scènes osées et que les intellectuels, les élites pudiques traitaient de pornographie. Alors que Ken Bougoul arrive et met en scène le corps, je pense que ça a été une révolution, oui. Ken Bougoul naît en 1947 à Malem Hodar, dans le centre du Sénégal. Ça, c'est mon père. C'est notre père à nous. Oui, ça. Et il a vécu longtemps, hein? Plus de 107 ans. Quand je suis née, il avait plus de 85 ans. Ce père, que l'on voit sur cette photo au pied du baobab, qui a inspiré le titre du premier livre de sa fille, avait 3 épouses et une vingtaine d'enfants, dont Ken Bougoul, la petite dernière. Très tôt, la jeune Mariétou Mbaye est influencée par l'école coloniale et la civilisation française. À l'époque, quand moi j'ai commencé à aller à l'école dans les années 50, il y avait le programme français. Les gens étaient valorisés, les enfants étaient valorisés, étaient bien habillés, avaient des petits nœuds, des chaussures, tout était propre, tout était net, ils étaient gentils, etc. Qu'on me dise que mes ancêtres étaient les Gaulois, je voulais ça pour ressembler plutôt à cette petite fille valorisée que ressembler à Toto, Pathé, ou Mariétou, Sabitou et le chien, où les personnages étaient représentés à l'encre de Chine, c'était tout noir, etc. En plus, dans des rôles réducteurs. Et ça, mon assimilation a commencé par là. Après ses études en Belgique et une vie maritale chaotique en France, Ken Bougoul retourne à Dakar, au Sénégal, en 1978. Rejetée par sa famille, elle va vivre de longs mois d'errance et d'enfermement, auxquels mettra fin un chef religieux musulman, le Serigne Kassim Baké. On attend du
d'une femme, ce sont des clichés, une certaine réserve, une certaine pondération. Or, elle est aux antipodes de toutes ces qualités soi-disant féminines. Et c'est ça qui choque, ouais. Moi, j'ai toujours dit que Ken Bougoul était folle, pas un peu, beaucoup. Mais elle a une folie douce qui fait que quand on la découvre, cette folie, on est obligé de s'attacher à elle. Et si dans ses écrits, elle s'attache d'abord aux quêtes individuelles, Ken Bougoul n'emporte pas moins un regard acéré sur les destins collectifs, en particulier ceux des peuples africains. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que Ken Bougoul est sénégalaise, juste sénégalaise. Et je peux dire qu'elle est internationale. Ken Bougoul est une femme totalement libre. Sa relation avec la langue est toujours très sensible. On sent la langue de Ken Bougoul, c'est pas une langue très classique, figée, rigide. Parfois même c'est la langue de la conversation de la rue. Et même dans le récit, parfois il y a des digressions. On se dit, oh mon Dieu, mais elle finit par atterrir, oui. Africanité évoque ce mois-ci le thème du français en Afrique. N'hésitez surtout pas à réagir sur TV5 Monde ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Ken Bougoul, d'abord un mot, peut-être une réaction à ce portrait qui vient de vous être consacré. Oui, à chaque fois que j'entends parler de moi ou que je vois des images qui me représentent, je me dis toujours, c'est pas moi. Tellement le puits est si profond que je dis, ça ne peut représenter qu'une toute petite, une infime partie de la complexité de mon personnage. À vos côtés, Ken Bougoul, une légende de la chanson africaine, c'est Zao. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous vous connaissiez tous les deux ? Lui, il ne me connaît pas, mais moi j'ai vécu à Brazzaville pendant 3 ans. Mon unique fille, d'ailleurs, est née à Brazzaville, à la rue Akoma, à Poto-Poto. Et à la maison, nous habitions au quartier Diatta. Elle était toute petite et quand on voyait les clips de Zao avec son chapeau, avec les plumes, ancien combattant, elle n'arrêtait pas de pleurer, qu'elle avait peur, elle était toute petite. Et hier, sur Skype, je lui ai dit qu'elle a maintenant 27 ancien combattant, c'est là, que je serais avec ancien combattant. Je lui dirais que quand tu voyais son chapeau, que tu avais peur de lui. Il dit, maman, ne lui dis pas. Et j'adore le Congo. Zao, notre invité aujourd'hui pour évoquer un nouvel album baptisé Nouveau combattant. Alors, est-ce vrai, Ken Bougoul, comme vous l'avez écrit dans votre roman, Le Baobab fou, que votre grand-mère vous a boudé parce que vous vous étiez inscrite à l'école française? Oui, plus que boudée, elle m'a détestée, haïe. Je ne comptais plus pour elle jusqu'à sa mort. Elle est morte, elle aussi, à 113 ans. C'est une famille, les gens vivent longtemps, donc les rancœurs traînent aussi longtemps. D'autant plus que personne ne m'avait inscrite à l'école. De moi-même, je suis allée à l'école et c'est comme si elle voyait que ça allait représenter un bouleversement dans la famille, dans toute une génération, etc. Étant la seule fille et la dernière de cette famille à aller à l'école. Et jusqu'à sa mort, elle ne m'a pratiquement jamais parlé. Mais pourquoi est-ce que votre famille vous a rejeté ensuite, d'ailleurs, hein, quand vous aviez à peu près une trentaine d'années? Non, parce que déjà à 5 ans, ma mère m'avait abandonnée dans la maison familiale et puis elle était partie. Déjà, c'est un premier abandon. Un père qui a 85 ans, quand je suis née, je le prenais pour mon grand-père. Et quand j'avais 5 ans, il avait perdu la vue. De ne pas me voir, c'est déjà un autre rejet. Parce qu'il ne m'a jamais vu. Je prenais sa main pour qu'il me touche, que je grandissais, etc. Et de ne pas avoir le père, était le père. D'avoir été seulement le grand-père. Donc le père m'a manqué, me manque toujours. Et ça, c'est des formes de rejet que, inconsciemment, je capitalisais. Et puis, n'ayant pas été éduquée, parce que la maison était vide, tout le monde était parti, j'étais la plus jeune, donc abandonnée à moi-même, ce qui m'arrange maintenant avec le recul. Mais à l'époque, ne pas être canalisée, ne pas être initiée à travers une éducation traditionnelle avec des échelles de valeurs. Donc ça aussi, c'était de me sortir d'un monde. Vous avez parlé de votre grande sœur hein, dans un extrait du documentaire, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez parlé de votre grande sœur qui a eu un rôle important à vos côtés. Est-ce que le rejet que vous avez vécu ensuite par votre famille, dont on a parlé dans le portrait, est dû, à votre avis, à cette espèce de liberté que vous avez depuis toute petite? Oui, mais à 5 ans, je n'avais pas des
des pulsions de liberté. J'étais un enfant qui voulait être un enfant, vivre l'enfance avec un père, avec une mère, dans une maison familiale. Donc, et que cette grande sœur dont je parle, j'avais déjà 11 ans à l'époque. Elle m'a pas... Elle ne s'est pas occupée de moi pour m'initier à des valeurs au sens de la famille, au vivre ensemble. Elle m'a fait... je ne veux pas dire qu'elle m'avait utilisée, elle m'a plutôt initiée à l'endurance, à la dureté de la vie. Il y avait un robinet dans la maison, mais je devais tirer l'eau du puits, des puits profonds. Elle me demandait de balayer à 5 heures du matin, c'est dans l'obscurité, pour que mes yeux se dessinent dans le noir, que je vois dans le noir, parce qu'il fallait balayer, que ça soit propre, qu'il ne reste pas une seule saleté. Vous imaginez, à 11 ans, dans le noir d'une cour immense qu'il fallait balayer, et que je devais servir les autres avant de manger, je devais me lever la première. Et par cette endurance, elle m'a initiée à supporter les coups de la vie. Et de là, je me suis dit, je vais m'en servir pour exister de moi-même. Et c'est pour ça que ma vie, j'ai échappé à tous ces trucs, mais comme j'ai dit dans le documentaire, j'ai utilisé tout ce qu'elle m'a appris. Je dis, c'est mon maître d'ailleurs. Quelqu'un parle de folie douce vous concernant. Et je propose donc à tous ceux qui nous regardent d'aller scruter du côté de votre œuvre qui est extrêmement protéiforme, en allant notamment y trouver les références sur notre site tv5monde.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Alors, vous êtes une grande plume, à vos côtés une autre grande plume quelque part, c'est Zao, parce que l'écriture c'est votre terreau fertile. Zao, en 1982, vous êtes prix découverte RFI. Je rappelle également que vous signez un tube planétaire, ancien combattant, en 1984, qui a marqué des générations entières. Mais finalement, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre parce que vous avez été instituteur. Oui, moi je suis instituteur sur pied. Je suis instituteur et maintenant je suis à la quille maintenant. Je suis à la retraite. Mais je continue toujours à évoluer dans les salles de spectacle, à enseigner. Parce que les gens ont toujours besoin de moi, de leur dire que surtout la guerre, c'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pas bon. Ça pue la haine, le mépris, le désespoir. Oh, vous avez été l'un des pionniers. Alors pour ceux qui auraient oublié, je vous propose de retrouver sur scène le maître avec son œuvre, ancien combattant, Maître Zao. Moi je suis un combattant de la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de tabac. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié. Je suis français, je suis allemand, je suis anglais. Moi je suis pour les qui n'appellent ma terre. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Un chansonnier humoriste au cœur de l'actualité francophone, c'est Zao, notre invité aujourd'hui. Autour de cette émission, nous évoquons le français en Afrique. Alors Zao, votre point commun quelque part avec Ken Bougoul, c'est de scruter les mœurs de la société africaine. Vous avez évoqué de nombreux thèmes, le sorcier ensorcelé, hein, vous avez évoqué Corbillard, où le mort essaye de dire au Corbillard, ne m'amène pas au cimetière, sinon je vais te faire la peau. Moustique, le paludisme. Oui. C'est un peu le point commun qu'on peut établir entre vous deux, scruter les mots de la société africaine. Exactement, ça c'est une femme dure. Elle est très forte parce que je l'écoute depuis Brazzaville. Elle, c'est une femme dynamique qui sauve, qui est en train de se battre pour la cause aussi de la femme. Et ça c'est important. Et surtout qu'elle est partie de Brazzaville, donc c'est une Congolaise. Oui, tout à fait. Ken Bougoul, vous êtes pluriel dans vos identités, c'est la même chose pour Zao. J'avais envie de vous demander, vous pensez d'abord en Wolof, en français, puisque vous avez aussi un ancrage au Bénin, en Lingala. Comment ça se passe au niveau de la création? Puisque les mots que vous scrutez, je le disais tout à l'heure, sont exactement les mêmes. Et quelque part, Zao, l'ironie, c'est que vous avez chanté les avatars de la guerre et vous avez vous-même été rattrapé en 1998 par la guerre civile à Brazzaville. Par la guerre civile à Brazzaville, mais j'oublie toujours. Heureusement que je suis un artiste et comédien.
Voilà, j'oublie. J'ai tout oublié, vraiment, tout effacé, j'ai pardonné. Mais vous pensez d'abord en lingala, en français, pour écrire les deux? Oui, je pense à lingala, je pense en français, je pense à ma langue maternelle, parce que ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai dans le ventre. Et donc, j'essaie un peu de parler. Je parle un peu Wolof aussi. Dégol Wolof. Dégol Wolof. Alors, le français doit transpirer et respirer dans toutes les langues de l'espace francophone. Zao, nouvel album, 30 ans après Ancien Combattant, ça s'appelle Nouveau Combattant. Ça chante comment? Moi, je suis un nouveau combattant. Je n'aime plus la guerre, ouah. Moi, je suis un nouveau combattant. J'en ai marre de la guerre. Et en vérité, je vous le dis. Laissez les armes, sinon ça sera trop tard. Le nucléaire va faire taire toute la terre. Les armes chimiques vont chimiquer partout. Les missiles vont missiler toutes les misses. Voilà. Et le ciel tombera. Les journalistes tombera. Les amis tombera. Tout le monde tombera. Tout le monde tombera. Et moi-même tombera. Voilà. Merci Zao. Preuve s'il en est que le français en Afrique est fertile de créativité. Zao, vous êtes au cœur de l'actualité avec donc ce nouvel album Nouveau Combattant dont vous venez en exclusivité quasiment intersidérale de nous livrer quelques succincts passages. Et vous êtes également au cœur de l'affiche du festival Africolor qui se tient jusqu'au 24 décembre prochain. Bon retour du côté de Bakongo, de Poto que connaît bien notre invité Ken Bougoul. Vous regardez Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Je vous propose à présent de revenir sur l'histoire du français en Afrique. Premier rang des soucis des colonisateurs. C'est demain, avec le concours de cette génération indigène éduquée et formée par la France, que nous pourrons poursuivre les grands projets. L'histoire de la langue française en Afrique est née en même temps que la colonisation. Une colonisation conduite dès le 19e siècle par la France dans ce qui deviendra ensuite son empire colonial, mais aussi par la Belgique, qui occupait alors l'ancienne province Rwanda-Urundi et le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo. Qu'elle soit laïque ou confessionnelle, l'école coloniale sera très vite le principal lieu de diffusion de la langue française. C'est par l'école que le français est entré. Donc dès le départ, les langues africaines ont été exclues de l'école. Et c'est ce qui a fait que cette langue est devenue, à l'indépendance, la langue officielle des pays africains. La France, ayant été combattue par les armes, devait laisser ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire sa culture et sa langue. Ça a été un choix des chefs africains. Ils l'ont voulu dans tous ces pays. Et ce n'est pas du tout une pression française. À l'occasion de l'indépendance. Après les indépendances, le français est devenu la langue officielle de l'ensemble des pays d'Afrique francophone, à la fois héritage colonial et butin de guerre, comme disait le grand écrivain algérien Kateb Yassine. Au fil des décennies, l'urbanisation et l'accroissement des taux de scolarisation ont fait de lui la principale langue véhiculaire. Beaucoup estiment aujourd'hui que le français est aussi une langue africaine. Je suis au département des lettres modernes. Je lis Senghor dans mon quotidien, je lis Césaire, je lis Damas. Et ce sont ces personnages en quelque sorte qui m'ont fait aimer cette langue. Le français est devenu en quelque sorte la langue de communion, la langue par laquelle tout le monde peut se retrouver. Il faut se servir de la langue française pour rayonner dans cette région, surtout de l'Afrique de l'Est. Mais également, pourquoi pas ne pas servir de relais entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, parce que nous sommes à mi-chemin de deux communautés linguistiques, mais qui devaient à la limite cohabiter ensemble. Notre écriture n'a vraiment aucune raison de se limiter sur les frontières burundaises. Nous avons le droit de dépasser nos frontières. Ici, on joue comme à Marseille. Un pont linguistique qu'incarnent par exemple ces vieux Éthiopiens. Car on l'oublie trop souvent, le français a aussi laissé des traces profondes en Afrique de l'Est entre le 19e et le 20e siècle. Quand les Français sont partis, ils nous ont laissé les boules, les cochonnets, et on a gardé le jeu de boules comme ça. Feu le poète président Léopold Sédar Senghor disait du français qu'il était ce soleil qui brille hors de l'Hexagone. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne constitue l'espace francophone le plus important au monde et l'enseignement du français continue d'y progresser.
la plupart des pays à l'ouest de l'Afrique parlent la langue française. Donc, pour les raisons économiques et commerciales, cette langue est très importante. Je suis venue ici pour apprendre la langue française parce que j'aime la langue française et je veux travailler dans les industries, les entreprises françaises. Beaucoup s'inquiètent cependant de l'éventuelle disparition des langues africaines. Certains pays francophones tentent de faire face au phénomène grâce à des programmes d'enseignement des langues locales. Il n'a jamais été question d'exclure le français de l'environnement des Africains parce que cette langue est devenue notre langue aussi. Mais en même temps, nous avons des langues qui traduisent notre âme et on aimerait bien qu'elles puissent aussi participer à notre développement. Je suis plus à l'aise avec le Diola et le Wolof, certes. Pourquoi? Parce que j'utilise le Wolof et le Diola plus que le français. Moi, je ne suis pas un Wolof, je suis un Pulaar. Bon, je parle le Wolof, je parle le Pulaar et je parle aussi le français en même temps. On ne parle que le français. Le français, pour nous, on va toujours le garder. C'est une fierté pour nous. Le français, c'est une bonne langue. À l'instar de ces lycéens togolais, beaucoup considèrent que le français est une chance pour les Africains. Vous regardez Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Ce mois-ci, nous abordons le thème du français en Afrique. Le français, une chance pour les Africains, Ken Bougoul? Peut-être dans la perspective où nous sommes. L'Afrique n'arrive pas à se chercher des langues communes, même peut-être par zone, etc., pour des raisons de souveraineté. Et il y a tellement de langues, etc. Donc le mot chance me gêne un peu, mais c'est une opportunité qui nous sert pour communiquer entre nous en attendant que nous puissions trouver une langue commune. Alors de l'histoire du français en Afrique, nous parlons également en présence de notre nouvel invité, Mwata Ngalasso Moussanji. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur de linguistique africaine à Bordeaux, auteur d'un dictionnaire plurilingue paru il n'y a pas si longtemps. On en reparle dans quelques instants. À nos côtés aussi, c'est l'avenir donc de ce français en Afrique. Rokiata Ouedraogo, vous êtes burkinabé, humoriste, comédienne et vous tenez le haut de l'affiche dans un théâtre parisien, le théâtre Bouffon, jusqu'au 30 novembre prochain. Et on aura l'occasion d'aller vous voir, c'est dans le 19e arrondissement. Alors, professeur Mwata Ngalasso, est-ce qu'il fallait remettre en cause le français et la culture française après les indépendances en Afrique? Alors, ce que je devrais dire, c'est qu'au départ, c'est-à-dire dans les années 1960, la tentation était très grande de le faire. Au nom, justement, de la nouvelle souveraineté nationale acquise, on pouvait très bien comprendre que les Africains puissent se dire, puisque nous sommes indépendants, il faut que nous le soyons intégralement, y compris sur le plan culturel, y compris sur le plan linguistique. Alors pourquoi les élites d'alors ne l'ont-ils pas fait? Alors on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que même si l'histoire de la colonisation est une histoire que nous n'avons pas objectivement des raisons d'aimer, comment pourrait-on aimer les conditions d'assujettissement? Mais donc, effectivement, nous pouvons détester la colonisation en tant que phénomène qui a été le moment de domination de notre continent. Mais il reste quand même que la colonisation fait partie de notre histoire. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons à l'assumer. Je crois que c'est ce point de vue qui a prévalu dans les années 1960 à ce que les élites ne se décident pas promptement à évacuer le français pour d'autres raisons. D'abord parce qu'effectivement, nous avons une grande pluralité de langues sur notre continent. Le français joue un rôle qui est tout à fait important. Et bien sûr, aujourd'hui, je pense que remettre le français, disons, l'existence de la langue française sur le continent en question, ce serait une erreur. Le français est donc devenu un instrument. Le français est devenu, il fait partie, j'aime de le dire, il fait partie du tissu linguistique de notre continent. Et donc, il fait partie des éléments, des outils à la disposition des Africains. Alors, l'autre frontière à ne pas franchir, ce serait justement de faire comme on faisait pendant la colonisation, de faire en sorte que le français prenne toute la place. Je crois qu'aujourd'hui, le débat s'est beaucoup assaini. Pendant 50 ans, on en a discuté, on en a débattu beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, les esprits en sont arrivés à l'idée qu'il n'est pas question que l'on évacue le français parce que ça nous sert de moyen de communication à l'extérieur. Professeur Mwata Ngalasso, est-ce que
il faut une langue unique pour construire une nation, pour construire un continent ou une grande région qui est l'Afrique francophone? Alors là aussi, il y a beaucoup d'idéologie sur ces types de questions. Il faut faire très attention à cela. Je pense que construire l'unité nationale n'est pas nécessairement lié à l'unicité linguistique. Je ne le pense pas. On peut construire une nation essentiellement sur l'unité de langage. Et on peut parler le même langage même si on ne parle pas la même langue. Et d'ailleurs, l'inverse est tout à fait vrai. On peut très bien ne pas s'entendre tout en parlant exactement la même langue. Certaines tragédies que nous avons connues, y compris le génocide au Rwanda il y a une vingtaine d'années, on peut montrer que malgré le fait qu'on parle la même langue, on peut ne pas parler exactement le même langage. Alors Ken Bougoul, vous qui êtes Wolof, le Wolof c'est une langue parlée au Sénégal par la majorité des Sénégalais. Quel rôle jouent ces langues africaines aujourd'hui dans nos sociétés comme le Wolof ou le Lingala et le Sango, auxquels le professeur Mwatangalasso a consacré un dictionnaire? Oui, je vois dans un pays comme le Sénégal où tout le monde parle Wolof, même les Pulaars parlent Wolof, les Diola parlent Wolof, etc. Mais on voit l'évolution du Wolof dans une dynamique de récupérer des mots aussi bien en français, en diola, pour faire une nouvelle construction. Donc c'est des langues qu'on appelle dialectes, mais sont des langues et qui sont des dynamiques. Et on voit même la langue française dont parlait le professeur, l'Afrique se l'approprie. On ne va pas rejeter la langue, mais on va la redynamiser, on va lui donner une nouvelle, même phonétique. J'ai lu un petit mot dans un livre de Florent Coazotti, en 1900, longtemps. Donc on voit que oui, la langue, on va créer cette dynamique, on voyait en Côte d'Ivoire, etc. Vous empiétez sur le registre de la joliesse qui vient d'arriver ici. C'est Rukiata Ouedraogo. Moi, j'essaie de malmener la langue de Molière à la sauce gombo. Exactement. Donc je travaille le français comme ça. Alors par exemple, Rukiata, gérer, ça veut dire quoi? À gérer quelqu'un. C'est par exemple un gars qui gère une fille. C'est quelqu'un qui sort avec une go. Une go, c'est une fille. C'est quoi par exemple une freshni? Une freshni? Eh, toi-même, tu as vu, non? C'est ça, une freshni. La joliesse. Une joliesse, quoi. Exactement. Alors, vous avez écrit 2 spectacles. Le dernier s'appelle Ouaga Pressé. Il y a une expression qui revient souvent, je suis versé. Ça veut dire quoi, je suis versé? Je suis versé, c'est quelqu'un qui est posé et qui ne sait pas quoi faire. Je suis versé, là, j'attends que ça se passe, mais il n'y a rien qui se passe. Mais je ne bouge pas non plus pour que ça se passe. Mais ça veut dire, comme le disait le professeur tout à l'heure, que la langue française est désormais un instrument. Vous êtes né au Burkina Faso, vous avez grandi là-bas, vous avez été influencé par des mentors de l'humour africain. Ah oui, exactement. J'ai été influencée par Gourou, par Jean-Michel Cancan. J'adore. C'est des gens qui m'ont inspirée, quoi. Oui. Alors, lorsqu'aujourd'hui on évoque ce thème, vous diriez que le français aujourd'hui, la génération que vous représentez, se l'est réapproprié et qu'à travers la création, le théâtre, vous lui donnez une seconde vie? Totalement. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes s'inspirent aussi du français. Maintenant, le français est parlé, le français de rue, qu'on appelle généralement chez nous le largot. Voilà, donc les jeunes utilisent beaucoup ce français. Et moi, j'utilise beaucoup ça dans ma pièce et j'essaie toujours d'agrémenter des petites choses à la sauce gombo, tout et tout. Les linguistes se sont penchés sur ce français de la rue, le nouchi, le camfran anglais, etc., comme disait Rukiata. C'est un phénomène global en Afrique. Mais absolument, c'est un phénomène très intéressant du point de vue justement de la dynamique des langues. Ça montre que les Africains utilisent à bon escient un instrument à leur disposition. Alors certains disent le français est une langue africaine, ce n'est pas tout à fait mon opinion. J'aime dire que le français n'est pas une langue africaine, le français c'est une langue de l'Afrique. Et il y a une nuance là-dedans, le français n'est pas une langue africaine génétiquement, mais c'est une langue qui a pris sa place. Rukiata, lui, il vient gâter le coin, là. Ah, mais pardon, lui, là, il est en train de parler, là. Moi-même, je suis capable ici, là. Je ne sais même pas ce qu'il dit, quoi. C'est un gros français comme ça, là. Eh, pardon, je suis versée. Merci, Mwatangalasso Moussanji. Rappelons que vous êtes linguiste, professeur de linguistique africaine à Bordeaux, que vous êtes l'auteur du dictionnaire Le Dico Plus, qui évoque notamment le lingala, le sango, et le français. Voilà. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui pour partager une réflexion sur l'état du français. Avant d'accueillir un nouvel invité sur ce plateau, je propose justement de porter un regard sur l'état du français
en Afrique. Quand je rêve, je parle samo spontanément avec beaucoup d'émotion, mais quand je pense en français. Je suis devenue moi-même en parlant français. Il y a des choses que je peux dire en français que je ne peux pas dire dans ma langue. N'importe quelle langue peut dire n'importe quoi. Il se trouve que simplement le français a, depuis plus longtemps que d'autres langues, le lexique adapté, parce que c'est l'histoire du français tout simplement. Cette histoire se poursuit aujourd'hui au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dont la promotion du français n'est aujourd'hui que l'une des missions. Ces dernières années, au fil des sommets de la francophonie, la priorité a été donnée aux questions de gouvernance, d'éducation, de développement durable ou encore de résolution des conflits. La francophonie a des valeurs à faire passer à travers ce monde qui va vers la globalisation. Nous pensons que c'est pas pour rien que les droits de l'homme sont nés en France et que c'est des valeurs que la francophonie peut véhiculer. Le problème de la démocratie dans nos pays, le problème des droits des femmes, etc., etc. Je pense que tous ces sujets-là, la francophonie a son mot à dire. À la différence de l'Organisation des pays du Commonwealth, qui privilégie en son sein les questions économiques, la francophonie apparaît d'abord comme une institution politique, guidée par des principes universels. D'ailleurs, un récent rapport sur la francophonie commandé par le président français François Hollande préconise la création d'un véritable espace économique francophone. Or, à l'évidence, la francophonie et la francophilie, c'est-à-dire le fait d'aimer la France même si on ne vit pas dans un pays francophone, c'est un atout économique absolument majeur. D'ailleurs, il y a maintenant beaucoup de théories économiques qui démontrent que les gens qui parlent la même langue font beaucoup plus d'affaires entre eux. Le potentiel, ne serait-ce que pour la France, sans compter le potentiel énorme pour les autres pays francophones de la francophonie, c'est 1 million d'emplois en plus et c'est à peu près 50 milliards d'euros de commerce extérieur en plus. La langue, c'est aussi l'économie. Et ce n'est pas pour rien que tout le monde parle anglais, et pas le chinois, qui est sans doute la langue qui a le plus de locuteurs au monde. Il se trouve que la langue française, comme la langue anglaise, sont des langues qui sont portées par des économies, par une histoire, par un rayonnement international. On ne refait pas le monde. Avec 274 millions de francophones à travers le monde, dont plus de la moitié vivent en Afrique, le français constitue avec l'anglais l'une des 2 langues parlées sur les 5 continents. Et grâce à la vitalité démographique africaine, les statistiques de l'OIF prévoient plus de 760 millions de francophones à l'horizon 2060. La francophonie apparaît donc comme un espace à très fort potentiel. Seulement, les francophones sauront-ils en profiter ? Vous regardez TV5 Monde, c'est Africanité, le magazine Culture et Société que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site tv5monde.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Nous a rejoint un nouvel invité, Alexandre Wolf, vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française au sein de l'OIF. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, Monsieur Wolf, est-ce que les francophones vont s'intéresser un peu plus à l'économie comme le préconise Jacques Attali dans le rapport, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure ? Je pense, oui. Je pense d'ailleurs qu'ils y ont intérêt et qu'un certain nombre d'études récentes, d'ailleurs, commencent à leur démontrer l'intérêt de porter sur la langue un autre regard que celui simplement de la culture ou des lettres ou de l'échange et de la communication, ce qui est important et qui est lié d'ailleurs à l'économie, puisqu'on a démontré effectivement que ce partage de langue, cette langue commune, favoriser les échanges commerciaux dans des proportions importantes, puisque pour les pays francophones, on estime qu'en moyenne, c'est environ 20% d'échanges supplémentaires grâce à la langue française. L'Afrique, c'est l'avenir du français. 1 milliard de francophones à l'horizon 2060, ça vous fait réagir positivement? Oui, on mélange un peu parfois les chiffres et je crois qu'il faut être précis. On a tenté, nous, à l'Observatoire de la langue française, avec des équipes de chercheurs un peu partout en francophonie, de définir un francophone. C'est toujours un peu compliqué. À la fois, c'est très simple. Toute personne capable de parler en français est un francophone. Mais il y a des rapports à la langue qui sont très différents. Et je crois que la francophonie quotidienne, comme on l'a définie, qui se base essentiellement en Afrique, réunit quand même sous une forme particulière les francophones, et cela constitue à peu près les 3/4 des 274 millions de francophones que nous avons estimés pour 2014. Mais le français est très élastique, hein ?
Je vois ça. Absolument. J'allais vous présenter, on l'appelle petit modèle. C'est aussi l'expression francophone en français dans toute sa diversité, parce que souvent les Africains se plaignent en se disant oui, mais à part les Québécois, la francophonie, seuls les Africains l'accaparent vraiment. En France, pas tant que ça finalement. Non, c'est vrai que la majorité des francophones se trouvent maintenant sur le continent africain, 54% de cette planète naître et vivre en français, des gens qui ont un rapport quotidien au français, et du coup ça a des effets évidemment sur la langue, sur son usage, mais aussi sur ses formes. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que c'est... Alors il y a des menaces, hein, vous dites ça, mais il y a des menaces très claires par l'anglais, notamment à travers les nouvelles technologies, et puis par les langues locales, les langues africaines, qui se développent grâce aux radios et aux télévisions. Que peut faire la francophonie en fait face à ces menaces? Je ne crois pas qu'il y ait de menaces. Justement, les enquêtes que nous avons conduites montrent que la progression des langues nationales, quand il y a une langue nationale qui domine, qui l'emporte un peu sur les autres, ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique, mais vous avez évoqué le Wolof, ça peut être le cas du Lingala, il y a des pays dans lesquels, comme le Rwanda ou le Burundi, il y a vraiment une langue nationale. Mais donc dans ces cas-là, la langue nationale progresse, mais le français progresse aussi. En fait, il n'y a pas de concurrence, même s'il y a une répartition des usages. Et l'avenir est plurilingue, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. On voit bien que ce sont les locuteurs de plusieurs langues qui s'imposent de plus en plus. Ken Bougoul, vous diriez qu'il y a une musicalité que votre intimité africaine apporte à votre expression en français, dans l'écriture? Absolument. Absolument. Parce que, comme je dis, moi, j'utilise la langue française parce qu'elle s'adapte à mes émotions, à mon africanité, entre guillemets. Je lui mets du rythme. Je crois, dans le documentaire, je disais, je prends le français, j'écrase le gingembre avec. Il ne se plaint pas. Ah donc c'est comme Roukiata avec son gomo, alors. Oui, avec le piment, je l'amène dans les temples vaudous et tout. La langue ne se plaint pas. Donc. Mais je voulais aussi rebondir un peu sur ce que disait M. Wolf, enfin sur la question de M. Eboulé, que le français soit, ou que la francophonie mette l'accent plus sur la culture, sur les livres, pas assez, à mon sens, et qu'on voit qu'un pays comme les États-Unis s'intéresse plus à la littérature francophone. Dans toutes les universités, il y a des départements d'études francophones. Moi, je suis beaucoup plus connue aux États-Unis que dans les pays francophones d'Europe, beaucoup plus qu'en France. Nous sommes étudiés, etc. Et dans la dynamique du libéralisme économique, posséder la culture, que ce soit à travers la langue française, c'est déjà posséder un peuple, c'est posséder une population, parce que les Américains s'ingèrent dans notre univers à travers notre littérature et notre culture. Et dans ce libéralisme économique effréné, avec ces compétitions effrénées, posséder notre culture, nos modes de pensée, nos modes de vie leur donnent beaucoup plus d'avantages d'en posséder notre économie dans les années à venir. Alors justement, Alexandre Wolf, est-ce que les langues européennes, comme le français par exemple, sont les seules qui sont à même de permettre au peuple de maîtriser les technologies, de maîtriser la science, voire la culture, comme disait tout à l'heure Ken Bougoul? Non, pas du tout, pas du tout. L'avantage du français... qu'il a avec quelques autres langues, bien sûr sans doute l'anglais, c'est de porter des imaginaires tout à fait différents. Et l'écriture, la littérature en est un exemple, le théâtre, la musique, l'humour, et montre bien que le français s'est ouvert, peut-être malgré lui au départ, à toutes ces cultures, à tous ces imaginaires qui sont une force, et je suis tout à fait d'accord, qui sont une force y compris économique, car aujourd'hui, à la naissance des processus de création de richesse, il y a toujours une intelligence, un esprit, donc une langue. Et cette langue, quand elle s'ouvre et qu'elle est représentative d'univers différents presque sur les 5 continents pour la francophonie, eh bien elle a des chances particulières qu'elle aurait tort de gâcher. Et cette langue s'exprime avec truculence sur scène. Vous rencontrez le peuple de France, puisque vous vous représentez sur de nombreuses scènes dans plusieurs terres. Est-ce qu'ils comprennent le français que vous parlez ? Ils comprennent, oui, ils comprennent, parce qu'en fait, dans le spectacle, je fais beaucoup de mimes, en fait. Donc, je mime, et donc les gens comprennent. Et en plus, j'ai un petit lexique, donc j'ai rédigé tous les mots, francisés, là, à ma façon, là. J'ai rédigé un petit lexique que je donne à la rentrée, en fait, du spectacle. Donc, les gens lisent, ils prennent le temps de lire, et après, ils comprennent. Je vous propose de la redécouvrir ou de la découvrir pour la première fois. Roukiata sur scène, ça donne Ouaga Pressé, extrait.
Et Ouagadougou, la capitale du poulet télévisé. Ouagadougou, la capitale du poulet bicyclette. Accessoirement, la capitale du Burkina Faso. C'est pour ça que je me suis faite belle. Vous avez vu ma coiffure? Ah bon? D'accord. Je recommence. Vous avez vu ma coiffure? Oui. Ça va déchirer à Ouaga. Quand mes copines vont me voir là, elles vont toutes tomber par terre. Et je vous parie que 2 jours après, elles auront toutes la même coiffure que moi. Mais en moins bien. Je me suis coiffée à Château-Rouge. Château-Rouge, la capitale africaine de Paris. Le quartier Château-Rouge là, c'est le grand bazar de l'Afrique. Non mais je te jure. Les filles, est-ce que vous êtes déjà allées vous coiffer à Château-Rouge? Oui. Ah, il y a une sœur à moi ici. Hein. Bon, pour les autres, je m'en doutais un peu. Voilà, c'est à découvrir sur les planches du théâtre Bouffon. C'est à Paris, dans le 19e arrondissement. Merci, Roukiata, d'être passé nous voir. C'est jusqu'au 30 novembre prochain. On essaiera d'aller déguster à satiété donc aux jongleries de mots. Voilà, c'est ça. À l'africaine. Merci, Alexandre Wolf. Rappelons que vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française au sein de l'OIF et que l'on vous doit notamment, entre autres, quelques grandes lignes de ce rapport. Je rappelle qu'il y a dans notre escarcelle le dictionnaire amoureux des langues paru chez Odile Jacob, dont l'auteur n'est autre que Claude Agege. Je rappelle également celui de Moita Ngalasso, notre invité précédent, Dico+, dictionnaire français Lingala et Sango, préface d'Abdou Diouf, paru aux éditions de l'OIF. Sans plus attendre, je vous propose une radioscopie de quelques temps forts de l'actualité récente. C'est le Zap Africanité. Regardez. 1 million de personnes dans les rues, selon l'opposition. Les manifestants rejettent le processus de modification de la Constitution lancé par le président Compaoré. Nous avons fait en sorte que le président qui n'était plus président Compaoré puisse être évacué vers la Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel à tous les fils et filles du Burkina à ne plus se livrer aux actes de vandalisme et de pillage. Pour nous, les militaires sont sincères et nous les encourageons avec toutes nos bénédictions pour le pays du Faso. Dans les rues, quelques centaines de militants des principaux partis d'opposition et membres d'organisations de la société civile. Ils se disent contaminés par le virus burkinabé. Et voilà, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin. Et voilà, fait du mal. Il faut voir le docteur. Le célèbre médecin congolais se voit attribuer le prix Sakharov pour les droits de l'homme. Cette jeune actrice sénégalaise a remporté le trophée francophone de l'interprétation féminine pour son rôle dans le film des Étoiles, un long métrage sénégalais de Diana Gaye. Au Nigeria, Goodluck Jonathan sera bien candidat à sa succession lors de la présidentielle prévue en février prochain. Omar Bongo était très malade. Ali Bongo savait bien qu'il allait se retrouver une nouvelle fois avec l'article 10 et cette fois-ci de façon définitive puisque son père allait mourir. Pour qu'on ne lui reproche pas d'être un enfant adopté, il a voulu produire un acte de naissance. Mais l'acte de naissance qu'il a produit, eh bien même un enfant de 10 ans peut s'apercevoir que c'est un faux acte de naissance. Le président sénégalais Macky Sall a déclaré dimanche à Dakar qu'aucune perturbation du sommet de la francophonie prévu les 29 et 30 novembre dans la capitale sénégalaise ne sera tolérée par les autorités. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence. Je n'ai en aucun cas voulu parler de l'intelligence au sens propre du terme des individus. Le président zambien est décédé lundi à l'hôpital à Londres. Il sera inhumé le 11 novembre dans une tombe réservée au chef d'État au cimetière d'Ambrassi Park.
Senzo Meïwa, 27 ans, était au fait de sa carrière. Gardien de but des Orlando Pirates, récemment nommé capitaine des Bafana Bafana. Après son assassinat, c'est tout le football sud-africain qui est en deuil. Il faut mettre des gants pour manipuler ce véritable trésor. L'intégrale du procès de Rivonia en 1963, lors duquel Nelson Mandela fut condamné à la prison à vie. 147 heures d'enregistrement sonore inédit archivés sur des dictabelts. C'est tout simplement en regardant jouer des amis au Matatu, un jeu de cartes très répandu en Ouganda, que Jasper a pensé à créer une application sur téléphone mobile. En 3 ans, Matatu a été téléchargé plus de 60 000 fois. Avec l'arrivée de la fibre optique en Ouganda, le marché des jeux sur mobile est en pleine expansion. Et les investisseurs étrangers lorgnent cette population jeune et de plus en plus connectée au pouvoir d'achat grandissant. L'actualité, c'est aussi la journée de lutte contre le sida qui intervient chaque 1er décembre. Nous accueillons pour en parler Princesse Erika. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes marraine du collectif VIH Pluriel qui rassemble 10 femmes qui racontent leur vécu sur la maladie. Vous connaissiez avec Ken Bougoul ? Ben non, mais moi je la connais évidemment. On ne s'était jamais rencontrés, mais on était très heureuse de se voir, n'est-ce pas? Tout à fait, et je l'aime. C'est tellement beau. Alors de l'amour, il en est abondamment question. Vous véhiculez des messages de sensibilisation parce que les femmes qui vivent avec la maladie sont stigmatisées. Et voilà. Et on sait maintenant que la maladie touche beaucoup plus de femmes. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu un spot sur la maladie en tant que maladie homosexuelle. C'est-à-dire que c'est vrai que la cause homosexuelle a fait qu'on a pris en charge cette maladie pour les hommes. Mais les femmes restent contaminées. Et leur augmentation continue, alors que les hommes, c'est assez stabilisé. Et surtout parmi les migrantes. Hein. Et les migrantes, alors là, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'elles arrivent, alors où elles sont contaminées déjà, où elles sont contaminées ici. Et là, c'est très difficile parce que les femmes, déjà, ont une espèce de pudeur, ne racontent pas leur maladie, se tairent dans tous les sens du terme, restent chez elles, s'isolent, elles sont stigmatisées, ne peuvent pas parler avec leur famille parce que souvent, elles sont ici, soutien de famille pour leur famille rester... c'est très très compliqué et il y a des témoignages dans ce type de femmes donc, patientes et aussi de femmes soignantes, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent, il y a les femmes qui les aident. Et c'était très intéressant parce qu'on a fait pas mal de conférences, de les rencontrer, de voir comment la parole peut se libérer quand elles sont... Et la parole en chanson, La vie sans sida, c'est une chanson... Moi, on m'a demandé d'être marraine. Je dis, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire une chanson, c'est ce que je sais faire de mieux, je crois. Alors, j'ai essayé... avec tout ce que j'avais entendu pendant ces conférences et aussi en rencontrant ces femmes, de faire quelque chose qui soit enchanteur. Parce que la vie sans sida, c'est possible. De l'utile et de l'agréable, il en est abondamment question autour de cette chanson qui sensibilise autour d'un fléau qui gangrène et qui progresse encore, le sida. Version chantée, Princesse Erika. On ne le voit pas sur les visages, car il se glisse dans le sang, pour éviter qu'il ne se propage. Prends soin de toi, c'est plus prudent. Il se cache sous de beaux atours, un masque aux couleurs de l'amour. C'est un lâche, il te prend de court. Laisse-moi te dire, un nouveau jour. Protège-toi, teste-toi. Apprenons à aimer la vie sans sida. Écoute-moi, soigne-toi. Apprenons à aimer la vie. La vie sans sida. La vie sans sida, Princesse Erika, ça a été enregistré avec beaucoup de sensibilité, j'imagine. Le message, en quelques mots, on le rappelle. Le message, c'est protège-toi, soigne-toi, teste-toi. Voilà. Alors, on va rendre tout à l'heure hommage à une autre pionnière, Abeti Masekini. On vous fera réagir tout à l'heure. Mais vous êtes une pionnière, la première en tout cas à toaster, comme on dit, à s'exprimer sur les sonorités reggae en français. C'était 1988 pour la sortie, mais en fait l'enregistrement, c'est 1986 à Londres avec des musiciens du groupe Aswad. Oui. Un statut particulier d'être l'une des premières en français en ce moment où on parle du français en Afrique? Moi, si tu veux, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à chanter en français, moi, je ne me suis pas dit tout ça. Moi, j'avais envie de chanter et que quand je chante, on me comprenne. Puisque j'étais dans un pays de langue française, je trouvais ça absolument naturel. J'avais déjà chanté en anglais avant, je composais même en anglais, mais quand j'écris trop de blabla, je me suis dit non, là, il faut que les gars comprennent bien ce que je veux dire. Pardon, trop de blabla, mais fait cet homme-là. Ken Bougoul, je vois que vous êtes
êtes féru de musique. Non, mais je suis féru d'elle. Mais ça touche parce que et ça encourage, parce que des fois on ne sait pas. Alors Princesse Erika, pionnière, on l'a dit, actrice à 16 heures, un projet avouable? Comment ça, avouable? C'est-à-dire que la superstition des artistes, on la connaît. Je suis en train de tourner, mais je ne peux pas en parler maintenant. Moi, on fait ça chuchote un peu, non? On va dire que j'ai des trucs dans les tuyaux. Voilà. C'est plutôt du côté de la radio, où je et puis du One Woman aussi, où je commence à faire mes petites armes. J'écris, je travaille. Du spectacle. Moi, j'ai envie d'être sur scène. Sur scène. Voilà. Et puis toujours la musique, et un peu d'acting aussi. Mais j'ai fait Camping Paradis 6 ans. Bon, ça va, merci. Voilà. Alors, actrice, mais également lectrice, ça va vous intéresser, la partie qui suit. Nous évoquons avec notre expert à présent plusieurs prix littéraires, primauté à la francophonie. Sauf crime de lèse-majesté, on commence par le prix des 5 continents. Oui, Kamel Daoud, journaliste algérien, qui vient de remporter le prix des 5 continents de la francophonie, avec ce livre, Meursault contre-enquête, que Princesse Erika regarde avec beaucoup de curiosité et que je vais lui offrir. Parce que ceux qui ont aimé L'étranger de Camus vont adorer la contre-enquête Meursault que mène Kamel Daoud, journaliste algérien. Vous pouvez le récupérer tout de suite, Lise-Laure. Pour Princesse Erika, c'est la solidarité féminine qui joue là. Merci beaucoup. Non, mais on ne sait jamais. Ensuite, je vais également l'offrir à Princesse Erika. Partons dans la Caraïbe. Partons dans la Caraïbe avec Yannick Laens, Bain de lune. Titre très poétique pour parler d'une île absolument formidable, c'est Haïti. Yannick Laens a fait toutes ses études en France et elle a choisi de vivre en Haïti. Et elle nous parle dans ce livre d'Haïti qui pleure, d'Haïti qui rit. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce pays qui généralement oscille entre les grandes catastrophes, qu'elles soient naturelles ou politiques. Récemment, il y a un dictateur qui est décédé, Bébé Doc. Mais Yannick Laens a cette particularité, c'est rendre poétique tout ce qui peut être sombre, noir, comme disait Ken Bougoul tout à l'heure dans le portrait qui lui a été consacré. C'est paru aux éditions Sabine Viespieser. Et c'est le dernier prix Femina. Et c'est le prix Femina 2014. Alors, on enchaîne avec une autre pionnière, un hommage fleuve, une pionnière de la saga des musiques francophones, Abeti Massikini. Oui, Abeti Massikini, qui est l'une des premières femmes africaines à avoir fait l'Olympia. Et puis, elle a d'ailleurs fait d'autres salles mythiques, comme le Carnegie Hall. Alors, Abeti Massikini, c'était une bête de scène. Et d'ailleurs, on l'a surnommée la tigresse aux griffes d'or. 20 ans après sa mort, 2 Congolais, Laura Koutika et Nekunda, lui ont rendu hommage à travers un documentaire passionnant qui s'intitule Abeti Massikini, le combat d'une femme. C'est à Kisangani, dans le Haut-Zaïre, province d'ethnie Chouaili, que vient au monde Abeti Massikini, de son vrai nom Elisabeth Finan, d'une famille de 8 enfants. Ce film est né d'une passion que j'ai toujours eue pour l'artiste Abeti Massikini. C'était une femme qui défendait la place de la femme dans la société. C'est vrai que c'était une femme qui n'était pas très comprise. C'est une femme qui était très en avance. Et elle se détachait parce qu'elle avait un timbre de voix très particulier. Passi, passi, motema nangaye, passi, passi. Passi, passi, motema nangaye. Il y a peu de gens qui la connaissent aujourd'hui, mais c'est une de nos plus grandes chanteuses en Afrique. Sa position de femme africaine, chanteuse, était une situation innovante à l'époque, parce qu'il y en avait peu. Il y avait Myriam Makeba et puis ensuite il y avait donc Abeti. Les hommes ne supportaient pas de voir une femme qui arrive, au lieu de prendre la seconde place, mais elle est arrivée et elle s'était imposée, elle était chef d'orchestre. Elle ne se contentait pas de reproduire la musique de chez elle en l'état. Elle était ouverte déjà sur la scène mondiale. Il faut la reconnaître comme l'une des pionnières de la world music dont on parle aujourd'hui. Pendant que nous, on s'est limité seulement à faire ce que
la musique congolaise nous recommandait de faire, mais elle était déjà de l'autre côté. Elle a réussi à faire 2 fois l'Olympia à 73 et à 75. Et à 86, elle a fait le Zénith. Elle était connue. Les concerts auxquels prennent part plusieurs artistes comme Bernard Lavilliers, Manu Dibango, Georges Seba, Pépé Calais. Après sa mort, Abeti n'existait plus. On n'a plus parlé d'Abeti. Abeti, avant de mourir, m'a dit « Bébé Matoko, j'aimerais bien que tu écrives mon histoire. » Son histoire, Bertrand Guyenne Matoko, le président de son fan club et attaché de presse, va l'écrire en 1999. Abeti, la voix d'or du Zaïre. Paix à son âme. Alors cette année, ce sera l'année Abeti Masikini en République démocratique du Congo. Alors Ken Bougoul, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez, vous aussi, dansé sur les titres d'Abeti Masikini? Oui, parce que c'est plutôt plus ou moins de ma génération. Donc on a énormément dansé sur la rumba congolaise en général, mais particulièrement sur sa musique, parce qu'il y avait sa musique, mais il y avait le personnage, une femme africaine, libre, osée. Comme vous, hein, une femme libre. Voilà, ça, je crois vraiment, elle m'a plus ou moins influencée et inspirée. Ensuite, je l'ai rencontrée au Togo, parce que je crois qu'elle avait été mariée à un Togolais. Gérard Akwesson. Et Michel Akwesson. Et on pense qu'après sa mort, elle a été un peu oubliée, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'en dehors de la chanson, elle a laissé une mode, la jupe Abeti. La jupe Abeti. Qu'on porte toujours, oui. Qui ne laisse pas indifférente, à mon avis, Princesse Erika. Les années 80-90, c'était une période faste pour les artistes qui arrivaient sur le marché de ce qu'on a appelé la world music. La world music, comme disait très justement aussi Nzongo, la sono mondiale. Parce que nous, on est arrivés sur Radio Nova, en fait, hein, c'était ça. Et là, il y avait toutes les musiques noires. Et c'est une invention francophone, parce que la sono mondiale, les plus grandes stars mondiales africaines, c'était Mori Kanté, Salif Keita, Youssou N'Dour, toutes francophones, pratiquement, à exception faite de Myriam Makeba et quelques autres peut-être. Issus de l'Afrique, c'est ça qui était intéressant. Et moi, ce que j'aime c'est qu'aujourd'hui, on recherche. Tu vois, on recherche nos artistes qui nous ont marqués. Et alors que peut-être à l'époque où ils étaient présents, on n'était peut-être pas aussi fervents, ce qui fait que, bon, aujourd'hui on est un peu nostalgique, mais je pense que c'est bien, mais je pense qu'il faut quand même rendre hommage aux artistes pendant qu'ils sont encore en vie, c'est mieux. Voilà. On rappelle, princesse, alors comment je dois vous appeler, Sa Majesté, parce que vous êtes une authentique princesse en fait, c'est pas emprunté. Tu m'appelles comme tu veux, tu sais bien. Princesse, arrêtez de caresser mon regard comme ça, mon corps musclé de ce regard. Dites-moi, Princesse Erika, ce collectif pluriel de sensibilisation autour de la question du VIH. Prochain rendez-vous, donc la promotion de ce titre, mais des conférences, surtout, des rendez-vous et des messages. Aussi, les 10 femmes contre le sida, qui est un livre avec toutes ces femmes qui s'expriment. Ça, c'est très important, parce que ça se lit vraiment pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le VIH ou le sida, qui sont quand même deux choses encore différentes. C'est bien. Et ces témoignages de femmes qui ne sont jamais, quelquefois désespérées, mais qui sont toujours dans le combat, dans la lutte. Et je pense qu'un petit spot sur ces femmes, c'est essentiel, quoi. Qu'elles sentent qu'elles sont regardées, aimées, accompagnées. Merci pour ce message en chanson et une actualité toujours du côté discographique avec Sur la route du reggae. Oui, alors Sur la route du reggae, un petit single que j'ai fait comme ça pour mon plaisir personnel, c'est-à-dire c'est la reprise, l'adaptation en reggae de Sur la route de Memphis, d'Eddie Mitchell, mais qui était aussi une adaptation de That's How I Got to Memphis de Tom Hall. Enfin voilà, ça c'est pour écouter sans modération. Merci Princesse Erika d'être venue sur ce plateau. Et bien Sur la route du reggae, chanté en francophonie. On regarde tout de suite un extrait. Spécial dédicace à toi qui m'écoutes. Princesse Erika t'emmène sur la route. Mon ami, laisse-moi t'emmener au royaume de mon son préféré. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Rocksteady, Scamel, Calypso. Ma bannière, mon emblème, mon drapeau. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae.
Vous regardez Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. N'hésitez surtout pas à revoir cette émission sur notre site tv5monde.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. Nous accueillons celle que nous pouvons aujourd'hui considérer comme l'avenir de la francophonie chantée. C'est Julia Sarr. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être à nos côtés autour de cette thématique où nous évoquons le français en Afrique. Une compatriote, Ken Bougoul. Une fierté surtout. Une fierté. Ouais, fierté pas seulement sénégalaise mais africaine. Et apparemment, c'est réciproque parce que je crois qu'elle connaît votre voix, votre talent. Oui, il y a plusieurs années, on m'avait offert un CD de Julia Sarr. On dit qu'elle est sénégalaise, Julia Sarr. Et je me trouvais dans le Loire-Atlantique, dans un hôtel un peu lugubre, et isolé, dans un bled où je devais faire une résidence d'auteur. Et j'ai mis le CD. Et c'était, en dehors du talent, de la voix, mais c'était, elle jouait avec un groupe de flamenco. Ouais, avec déjà, je suis une passionnée de flamenco, de fado. J'ai ce côté un peu... flamenco, oui, voilà. Et cette voix et cette musique, c'était si bien marié. Et il y avait un morceau sur le retour, Appelle-moi. Ouais. Oh là là. Alors c'est formidable parce que vous avez quasiment tout dit. Alors Julia Sarr, c'est un événement de vous avoir aujourd'hui à plusieurs titres. Mais pourquoi je vais vous dire ça? Parce que vous êtes l'une des rares qui avait prêté pendant de longues années votre talent, votre voix au plus grand. Ça va de Lokwa Kanza en passant par Michel Fugain. Et, Christophe Maé, Myriam Makeba, Salif Keita, Alpha Blondy, enfin... Et même Abeti. Pas mal. Abeti aussi. Abeti sur aussi. le Zénith qu'elle avait fait... Alors, la question c'est, vous avez peaufiné votre art pendant de nombreuses années, pris le temps de sortir un album solo parce qu'il fallait le temps pour forger un premier écrin? Oui, c'est vraiment une histoire de temps, de se donner le temps pour devenir qui on a envie de devenir, donc prendre le temps de savoir qui on est. Et du coup, j'ai beaucoup cherché un peu les limites aussi que j'avais, comprendre ce que j'avais envie d'offrir. Voilà. Alors, dans une formule très originale, matinée de sonorités Wolof et de jazz, vous invitez les plus grands pianistes, c'est Mario Canonge, entre autres, ou encore Jean-Philippe Riquel. Fred Soul, Samouli Mikonen, et puis Jean-Philippe Riquel. On regarde tout de suite un extrait et on en reparle juste derrière. Adjana, c'est un extrait du nouvel album de Julia Sarr que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Alors il y a la musique, vous travaillez vraiment comme un artisan avec des spécialistes, des experts, chacun dans leur registre. Et les messages sont très stylisés. Quels sont ceux que vous voulez faire passer? Par exemple, Adjana qu'on vient d'entendre, c'est une chanson sur l'au-delà, sur l'éternité, en tout cas ce qu'on peut imaginer ce que c'est, et sur le départ de quelqu'un, et puis l'amour qu'elle nous a donné. Bon, c'est pas que triste et lourd. Ouais. Il y a Dalalo Douliao qui parle d'une femme qui demande à son mari de la garder comme unique épouse et de ne pas prendre une deuxième. Enfin, il y a un peu de... Les thèmes sont assez... et votre rapport à la langue française, vous ne posez pas la question? Je ne me suis jamais posé cette question. Et les chansons viennent comment? En français Elles viennent ou en... comment? Elles viennent d'abord les mélodies, avant le texte. Et après, c'est vrai que je me penche quand même sur le texte parce que le Wolof, justement, est une langue de cœur, d'enfance. C'est ma langue natale, mais je ne la parle pas forcément autant que le français au quotidien.
Alors vous parlez de cœur, vous parlez d'enfance, ça nous ramène au conte pour évoquer un festival qui se tient à Abidjan, Lise Laure. C'est du 9 au 13 décembre prochain. Oui, ça s'appelle le Conte et Cours International. C'est d'ailleurs la première édition et l'objectif, c'est en fait de promouvoir le patrimoine oral à travers les légendes, les récits et les contes. Et à l'origine de cette initiative, la compagnie Naforaba, qui a réuni en fait une dizaine de candidats, tous originaires de l'Afrique de l'Ouest, autour du thème de l'eau. Rendez-vous donc à Abidjan du côté de la lagune Ébriée. Ken Bougoul, on va évoquer un rendez-vous qui vous concerne plus particulièrement. Il s'agit du festival Niofar, où vous établissez d'ailleurs une résidence pour présenter Cacophonie, votre dernier livre. Et c'est vous, Christian, qui allez nous en parler? Oui, absolument. Ken Bougoul, c'est l'une des têtes d'affiche de Niofar, qui veut dire en Wolof, nous on est ensemble. On est ensemble, c'est ça. Parce que les Wolofs... J'en fais partie, Wallahi. On est majoritaire sur ce plateau. Absolument. Et dans Niofar, pourquoi ce choix d'ailleurs, Ken Bougoul, Niofar, qui est un festival qui se passe entre la France et le Sénégal, Paris et Dakar. Le festival aura lieu en avril 2015 à Dakar. Pourquoi avoir choisi Niofar? C'est déjà commencé depuis avril 2014. C'était le premier contact que j'avais avec ce festival à Dakar. Et donc le nom Niofar, on est ensemble, c'est comme un pont qui relie l'Afrique et le continent européen, donc plus précisément entre le Sénégal et la France pour le moment, mais ça a des ambitions continentales. Et ils en sont à la 2e édition cette année. Et me prendre en résidence d'écriture, mais donc c'est jusqu'en 2015, de travailler avec les élèves, des artistes, des comédiens. Ce que vous ferez aussi à Dakar en avril 2015. Ce que je ferai aussi à Dakar. Donc le pont entre les deux pays et construire une œuvre à partir de la contribution des deux pays, entre la France et le Sénégal. Alors vous parlez d'œuvre, vous allez parler de votre dernier roman, Cacophonie, qui est une introspection, mais celle-ci, elle est toute particulière parce que c'est vraiment la quête d'une femme et cette femme est au cœur d'un continent, l'Afrique. Oui, oui, d'un continent clair-obscur, comme c'est dit dans le livre tout le long, c'est-à-dire que l'Afrique est représentée donc par le continent clair-obscur, parce que c'est deux faces, mais ça peut être aussi la rotation de la Terre autour du Soleil, etc., etc. Mais l'Afrique vraiment obscure, dont on dit beaucoup de mal, mais il y a une Afrique dynamique, énergique, et qui illumine à travers la vie de cette femme, malgré tout, malgré ses misères. Malgré les misères. Il y a une énergie qui me manque quand je vais dans les pays développés, quand je suis aux États-Unis, quand je vais en France, dans les pays développés. Je dis, ici, il y a quelque chose qui manque. C'est une énergie. C'est l'énergie de la survie, mais cette dynamique porte le continent africain et c'est porté par des femmes. Alors, justement, lisez Cacophonie, paru aux éditions Présence africaine, et vous aurez un peu de l'énergie dont parle Ken Bougoul. Vous en parlez si bien qu'on pourrait vous écouter encore pendant des heures. Merci infiniment, Ken Bougoul, d'avoir été notre invité, notre grand témoin autour de cette thématique qui évoquait la place du français en Afrique. Merci. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne chance pour la suite. Bonne continuation. Et à mon âge, je souhaite une bonne santé et une longue vie pour encore continuer à faire des choses. Jeff, Julia Sarr, merci également d'avoir été avec nous. On rappelle qu'il y a un premier album solo et de nombreux concerts. On peut déguster les dates sur le site maison tv5monde.com. Vous serez à l'Alhambra le 30 janvier. Absolument, au fil des voix. Merci. Avec Dobé Niaouré, qui est une grande interprète également originaire de Côte d'Ivoire, qui représente bien la francophonie. Merci à tous et à toutes. Le festival Niofar se tient du 22 au 29 novembre. C'est pour ça que je suis présentement en France. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Merci à tous d'avoir été fidèles à cette émission. On va se quitter en musique avec vous, Julia Sarr, avec un extrait de votre fabuleux répertoire. Rendez-vous au mois prochain. Metina
sama mbëggeel nga sa